26 juin 2020, 6h38 du matin. Un BMW X5 noir blindé avance sur la voie centrale du Paseo de la Reforma. À l'intérieur, un homme de 44 ans, costume sombre, consulte son téléphone. À l'extérieur, Mexico s'éveille à peine. La circulation est encore fluide. 6h38. Le premier impact frappe le capot. Le conducteur freine instinctivement. Erreur fatale. Car ce qui suit n'est pas un braquage. C'est une exécution militaire. 3 SUV blancs sans plaques surgissent des rues latérales. L'un se place devant, l'autre derrière, le troisième sur le côté. Un verrouillage tactique parfait. Les vitres descendent simultanément et l'enfer commence. Des fusils AR-15 et AK-47 ouvrent le feu depuis 6 positions différentes. Le vacarme est assourdissant, comme des feux d'artifice mêlés à des coups de tonnerre. Les douilles ricochent sur l'asphalte, créant une pluie de métal. 414 balles en 180 secondes. Plus de 2 balles par seconde. À l'intérieur du BMW, l'homme se jette au sol. Chaque impact résonne comme un coup de marteau contre une cloche géante. Le blindage tient. Les vitres se fissurent seulement, dessinant des toiles d'araignée. Le toit se déforme. Une balle traverse partiellement la porte arrière, mais s'arrête dans la couche interne de Kevlar. À l'extérieur, dans les véhicules d'escorte, 3 hommes luttent pour leur vie. Edgar Giovanni Aburto Avila, 38 ans, père de 2 petites filles, 14 ans de service dans la police, tente de sortir de sa patrouille pour riposter. Il reçoit 4 impacts dans le torse avant même de toucher le sol. Il tombe à genoux, essayant encore de lever son arme. Un 5e tir lui traverse le cou. Il s'effondre contre la portière de son véhicule, laissant une traînée de sang sur le métal blanc. Luis Alfonso Hernandez Bravo, 28 ans, fraîchement marié, père depuis seulement 3 mois, tire 11 balles depuis sa fenêtre avant qu'une rafale ne l'atteigne. 12 impacts, dont 3 à la tête. Il meurt instantanément, les yeux ouverts, la main toujours crispée sur la détente. Evresdras Gil Carizales, 29 ans, le plus jeune de l'équipe, fait ce que seul quelqu'un formé à la protection rapprochée ferait. Il quitte sa position protégée et tente de rejoindre le véhicule de son chef. Courbé, il court sous le feu croisé. Il y est presque. Il n'est plus qu'à 2 mètres quand 9 balles le frappent dans le dos et les jambes. Il s'effondre face contre terre sur le bitume, les doigts tendus vers la porte du BMW, comme s'il essayait encore d'accomplir sa mission. Puis aussi soudainement que cela a commencé, la fusillade cesse. Les SUV blancs accélèrent et disparaissent dans le trafic matinal. Ils laissent derrière eux 200 douilles brillantes sous le soleil levant, 3 corps sans vie et un véhicule détruit à l'extérieur, mais intact à l'intérieur. La porte arrière du BMW s'ouvre. Un homme ensanglanté en sort, blessé à l'épaule et à la jambe gauche. Chancelant, il se dirige vers ses gardes du corps tombés. Il s'agenouille près d'Ever, cherche un pouls. Il n'y a plus rien. L'homme qui a survécu à ces 414 balles s'appelle Omar Garcia Harfuch, secrétaire à la sécurité de la ville de Mexico. Mais ce jour-là, ils n'ont pas tenté de tuer un secrétaire. Ils ont tenté d'assassiner un nom de famille couvert de sang, de trahison et de secrets d'État depuis 56 ans. Car Omar est le petit-fils du général de Tlatelolco, le fils du chef de la police politique la plus redoutée du Mexique, le frère d'un homme exécuté pour ses liens avec le narcotrafic. Des passants ont décrit la scène comme une zone de guerre en plein cœur de Reforma. Une vidéo de 47 secondes a circulé dans des groupes de policiers, montrant le niveau de destruction. L'enquête a révélé que les tueurs avaient étudié l'itinéraire d'Omar pendant 3 semaines. Ils connaissaient ses horaires exacts. Ils savaient de quel véhicule il utilisait, quel garde l'accompagnait, et même à quelle place il s'asseyait. Quelqu'un leur avait fourni des informations confidentielles. Pendant des semaines, Omar n'a fait confiance à personne. Il a changé toute son équipe, licencié des chauffeurs qui travaillaient avec lui depuis des années. Car dans les jours qui ont suivi, il a reçu 47 menaces directes sur des téléphones que personne ne devait connaître, des messages sur des numéros chiffrés, et une enveloppe contenant 3 balles de calibre .50 est apparue à son domicile malgré les caméras, la sécurité et les contrôles. Quelqu'un à l'intérieur le livrait, comme pour lui prouver « nous pouvons aller partout ». Un nom de famille qui commence avec un massacre étudiant en 1968, passe par les sous-sols de torture de la Direction fédérale de la sécurité,
se salit sur des pistes clandestines où atterrissent des avions chargés de cocaïne et finit inscrit dans un carnet saisi aux responsables de la disparition de 43 étudiants. Dans cette vidéo, tu découvriras le document secret que le grand-père de Harfuch a écrit avant de mourir. Un manuscrit dans lequel il détaille la trahison militaire qu'il a transformée en bourreau de Tlatelolco. Ce document est resté caché pendant 20 ans. Lorsqu'il a finalement été publié, il a révélé des noms qui détiennent encore du pouvoir aujourd'hui. Tu verras comment le dossier complet de son père, Javier García Paniagua, directeur de la DFS, a mystérieusement disparu des archives nationales en 2024. Quelqu'un ayant accès à la sécurité nationale l'a effacé. Et quand tu comprendras qui aurait pu faire cela, tu comprendras pourquoi Omar vit comme il vit et tu comprendras le carnet. Un petit carnet noir saisi au cartel Guerreros Unidos. À la page 7 apparaît un nom. García Harfuch, à côté des responsables de la disparition des 43 d'Ayotzinapa. C'est l'histoire de 4 générations. Un seul nom, une seule malédiction. Et l'homme qui, en 2024, contrôle la sécurité de tout le Mexique. Revenons 52 ans en arrière. Octobre 1968. La ville de Mexico est une cocotte minute prête à exploser. Des centaines de milliers d'étudiants occupent les rues depuis des mois. Ils réclament la démocratie, la liberté d'expression, la fin de la répression policière. Le gouvernement de Gustavo Díaz Ordaz est furieux. Les Jeux olympiques commencent dans 10 jours. Le monde entier a les yeux tournés vers le Mexique. Díaz Ordaz ne permettra pas qu'un mouvement étudiant ruine l'image qu'il a construite. Il donne l'ordre. Écraser le mouvement par tous les moyens nécessaires. Chargé d'exécuter cet ordre, un général de 54 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, où il a combattu au sein de l'escadron 201. Visage de pierre, discipline militaire absolue, loyauté inébranlable envers le système. Son nom, Marcelino García Barragán, secrétaire à la Défense nationale. Le grand-père. García Barragán n'est pas un homme cruel par nature. Ceux qui l'ont connu le décrivent comme un militaire professionnel, correct dans son comportement. Mais il obéit à un code de fer. Lorsqu'un président donne un ordre, il doit être exécuté, sans question, sans hésitation. Cette loyauté aveugle sera sa perte. 1er octobre 1968, García Barragán reçoit l'ordre présidentiel direct lors d'une réunion privée à Los Pinos. Sont présents Luis Echeverría, secrétaire à l'Intérieur, et le général Luis Gutiérrez Oropesa, chef de l'état-major présidentiel. L'ordre est clair, disperser la manifestation du lendemain à Tlatelolco. Employer la force nécessaire. Il ne doit pas y avoir de protestation pendant les Jeux olympiques. García Barragán acquiesce et commence à planifier l'opération militaire. Mais on ne lui dit pas tout. Il existe une seconde opération. Une opération parallèle qu'il ne contrôle pas. Une opération qui transformera une dispersion en massacre. 2 octobre, 17 h. García Barragán déploie 5000 soldats autour de la place des Trois Cultures, à Tlatelolco. Des chars, des véhicules blindés, de l'infanterie complète. Un déploiement massif destiné à intimider et disperser, pas à tuer. Il a donné des ordres stricts à ses commandants. Disperser la manifestation, éviter les victimes si possible, ne tirer que si l'on est attaqué en premier. Mais pendant que ces troupes prennent position, un autre groupe est déjà en place, le bataillon Olympia. Une unité paramilitaire d'élite composée d'officiers de l'état-major présidentiel et d'agents de la DFS. Habillés en civil, portant des gants blancs à la main gauche pour se reconnaître, armés de pistolets et de fusils de sniper. García Barragán ne les contrôle pas. Il ne sait pas combien ils sont. Il ne sait pas où ils sont positionnés. C'est son erreur fatale. 18h10. La place est pleine. 10 000 personnes, peut-être plus. Étudiants, professeurs, familles avec enfants. L'atmosphère est tendue mais pacifique. Des orateurs se succèdent sur le balcon de l'immeuble Chihuahua. Soudain, 2 fusées éclairantes vertes illuminent le ciel du crépuscule. C'est le signal. Mais ce n'est pas le signal de García Barragán. C'est celui du bataillon Olympia. Des tireurs embusqués dans les immeubles environnants ouvrent le feu. Ils ne tirent pas d'abord sur la foule, ils tirent sur les soldats de García Barragán. 3 soldats tombent blessés dans les 10 premières secondes. Les officiers de l'armée, désorientés, se tournent vers la place.
Ils pensent que les tirs viennent de là, que les étudiants sont armés, qu'il s'agit d'une attaque contre les troupes, et ils ripostent. Le piège parfait se referme. Les tireurs du bataillon Olympia tirent depuis les bâtiments dans les deux directions, vers la foule désarmée et vers les soldats. Ils créent un feu croisé où plus personne ne comprend qui tire sur qui. Le chaos est immédiat. Les troupes de García Barragán, convaincus d'être attaqués par les étudiants, ouvrent le feu sur la place. Mitrailleuses, fusils automatiques, tirs indiscriminés. Les gens courent en panique. Il n'y a aucune issue. L'armée bloque toutes les rues. Un piège mortel. Pendant 3 heures, la fusillade se poursuit. Les corps s'accumulent sur le bitume. Le sang coule dans les escaliers des immeubles. Les cris sont assourdissants. Depuis son poste de commandement, García Barragán reçoit des rapports contradictoires. On tire depuis les immeubles. Les étudiants ont des armes. Il y a des snipers. Ils tentent d'ordonner le cessez-le-feu, mais le chaos est trop grand. Ce n'est qu'à 21 heures qu'il parvient à reprendre le contrôle. Le silence tombe sur Tlatelolco. Et alors il voit des centaines de corps, des flaques de sang, des chaussures abandonnées, des sacs d'écoliers, le sol couvert de douilles et de taches sombres. García Barragán marche parmi les morts, le visage figé. Un officier s'approche. « Mon général, nous avons trouvé des douilles qui ne sont pas les nôtres, des calibres que l'armée n'utilise pas. » García Barragán le regarde et, à cet instant, comprend tout. C'était un piège. Les snipers n'étaient pas des étudiants. Ils venaient de l'état-major présidentiel. On l'a utilisé pour créer le massacre parfait. Il a été l'exécuteur visible. Eux sont restés dans l'ombre. Toute la nuit, des camions militaires chargent les corps. Ils ne les emmènent pas dans des hôpitaux. Ils les conduisent au camp militaire numéro 1. Certains sont enterrés dans des fosses communes, d'autres incinérés. Le nombre officiel de morts, 43. Le nombre réel, entre 300 et 400. Mais personne ne le saura jamais avec certitude, car les corps ont disparu. García Barragán rentre chez lui à l'aube. Son uniforme est impeccable, son visage impassible, mais quelque chose s'est brisé en lui. Il a compris que sa loyauté aveugle l'avait transformé en instrument d'une trahison et que son nom de famille serait à jamais sali. Mais la DFS ne se consacrait pas uniquement à la répression politique. Elle avait aussi une autre activité, bien plus lucrative, la protection du narcotrafic. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus sombre. Des documents déclassifiés de la Drug Enforcement Administration américaine révèlent quelque chose de glaçant. Dans plusieurs rapports datant de 1979 à 1982, des agents américains identifient Javier García Paniagua comme un protecteur de très haut niveau du cartel de Guadalajara. Dans un rapport daté du 15 mars 1981, un agent de la DEA écrit textuellement « Javier García Paniagua, directeur de la DFS, agit comme un narco-sénateur. Il protège les routes, offre une couverture politique et élimine la concurrence. Miguel Ángel Félix Gallardo, connu comme le chef des chefs et fondateur du cartel de Guadalajara, opérait sous la protection directe de la DFS. Rafael Caro Quintero, qui des années plus tard enlèvera et torturera à mort l'agent de la DEA Enrique Kiki Camarena, possédait une carte officielle d'agent de la DFS, signée par Javier García Paniagua lui-même. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, autres dirigeants du cartel, rencontraient régulièrement des commandants de la DFS pour coordonner des opérations. Quelles opérations? Éliminer les trafiquants indépendants qui refusèrent de payer pour la protection. La DFS ne combattait pas le narcotrafic, elle le régulait, elle le transformait en un monopole contrôlé, et García Paniagua encaissait. Des témoins protégés déclareront des années plus tard que García Paniagua recevait des valises remplies de dollars en liquide, des livraisons mensuelles, des centaines de milliers de dollars qui n'apparaissaient dans aucune déclaration de patrimoine. Il acheta des propriétés au nom de prête-noms, ouvrit des comptes à l'étranger et possédait une résidence à Cuernavaca avec une sécurité privée digne d'une forteresse. Le pouvoir absolu engendre deux choses, l'arrogance et la vulnérabilité. Et en 1982, Javier García Paniagua était au sommet des deux. Cette année-là, le président José López Portillo devait donner le fameux dedazo, désigner publiquement son successeur
le prochain président du Mexique. Tout indiquait Garcia Paniagua. Il contrôlait la sécurité, portait le nom militaire qui donnait de la légitimité, avait des connexions à tous les niveaux du pouvoir, de l'argent et suffisamment de peur semée pour que personne n'ose le défier. Les pronostics politiques le donnaient un favori. Mais alors survint quelque chose que personne n'avait prévu. 25 septembre 1982. López Portillo donne le dedazo et choisit Miguel de la Madrid Hurtado, pas Garcia Paniagua. Javier Garcia Paniagua se trouve dans son bureau de la rue Morelia 8 lorsqu'il apprend la nouvelle. Des témoins racontent que son visage ne trahit aucune émotion. Il hoche simplement la tête, congédie le messager, puis détruit son bureau à coups de poing. On ne saura jamais avec certitude pourquoi López Portillo l'a écarté. Les théories abondent. Certains affirment que les États-Unis ont fait pression, que la CIA détenait un dossier accablant sur ses liens avec les narcotrafiquants et menaçait de le rendre public s'il accédait à la présidence. D'autres disent que les milieux d'affaires l'ont bloqué, craignant un homme aussi imprévisible et violent à la tête du pays. D'autres encore soutiennent que ce fut l'armée elle-même, que les généraux ne voulaient pas voir le fils du général de Tlatelolco entrer à Los Pinos, un rappel trop douloureux. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Javier Garcia Paniagua ne s'est jamais remis de ce rejet. Il quitte la DRFS en décembre 1982, lorsque de la Madrid accède à la présidence. Il devient brièvement sénateur, mais son véritable pouvoir est terminé. Il se retire à Cuernavaca, réduit drastiquement ses apparitions publiques, refuse toutes les interviews et devient un fantôme politique. Pendant 16 ans, de 1982 jusqu'à sa mort en 1998, il vit avec des secrets capables de faire tomber des gouvernements entiers. Des secrets sur Tlatelolco, sur la guerre sale, sur des narcotrafiquants devenus plus tard les hommes les plus puissants du Mexique, sur des politiciens arrivés jusqu'à la présidence. Mais il ne parle jamais. Il meurt le 25 avril 1948 d'une crise cardiaque. Il a 68 ans. Il n'écrit pas de mémoire, ne donne pas d'interview de confession, ne laisse aucun document, contrairement à son père. Il emporte tout dans la tombe. Mais 26 ans plus tard, quelque chose d'étrange se produit. Une équipe de chercheurs prépare un documentaire sur la guerre sale au Mexique. Ils demandent l'accès aux archives de l'ADFS et sollicitent officiellement le dossier de Javier Garcia Paniagua auprès du ministère de l'Intérieur. Réponse officielle. Le dossier n'est pas disponible. Ils insistent, engagent des recours juridiques au nom de la transparence. Deuxième réponse, le dossier est classifié pour des raisons de sécurité nationale. Mais un fonctionnaire, sous couvert d'anonymat, leur confie quelque chose de bien plus inquiétant. Il n'est pas classifié, il a disparu. Quelqu'un l'a retiré physiquement des archives. Il n'existe aucun enregistrement numérique, aucune copie. Il a été effacé. Qui, en 2024, a le pouvoir de faire disparaître des dossiers de sécurité nationale? Et pourquoi maintenant? Que contenait ce dossier pour être encore dangereux 26 ans après la mort de Garcia Paniagua? Gardez cette question en tête. Nous y reviendrons. Car pendant que Javier Garcia Paniagua construisait son empire dans l'ombre, il élevait une famille fragmentée. Il eut plusieurs enfants, certains avec son épouse officielle, d'autres issus de relations extra-conjugales. L'un de ses fils, jamais reconnu publiquement, s'appelait Javier Garcia Morales, demi-frère de sang d'Omar Garcia Harfuch. Et son destin fut le plus sombre de tous. Année 1990, Javier Garcia Morales se présente comme homme d'affaires. Officiellement, il possède des entreprises dans le secteur touristique de Sinaloa. Hôtels, restaurants, propriétés. Il vit dans une résidence à Culiacán, avec vue sur la mer. Conduit des SUV de luxe. Porte des costumes italiens. Fréquente les politiciens locaux lors d'événements mondains. De l'extérieur, c'est le fils prospère d'une famille puissante qui a su diversifier son influence. Mais officieusement, son nom commence à apparaître là où il ne devrait pas. Des rapports de renseignement américains, le Sidious lors de réunions avec Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, le narcotrafiquant le plus puissant du Mexique dans les années 1990. Des témoins le décrivent présent sur des pistes aériennes clandestines dans la Sierra de Sinaloa, des pistes où atterrissaient des Boeing 727 chargés de cocaïne en provenance de Colombie. Un pilote ayant travaillé pour le cartel de Juárez déclarera plus tard, sous protection des témoins, Javier était le lien avec les militaires.
Quand il y avait de grandes opérations, il nous prévenait des jours à l'avance. Quand on devait faire passer une cargaison importante, il coordonnait les autorisations. Il ne touchait jamais directement à la marchandise, mais il déplaçait les pièces pour que la drogue circule sans obstacle. Son nom apparaît dans des enquêtes sur les liens entre narcotrafiquants et généraux de l'armée mexicaine, comme intermédiaire, facilitateur, comme l'homme qui a hérité de quelque chose de plus précieux que l'argent. Il a hérité du carnet de contact de son père, car c'est cela, le véritable héritage de la famille Garcia. Pas des propriétés, pas des comptes bancaires, des noms, des numéros de militaires qui ferment les yeux quand cela les arrange, des commandants qui acceptent des pots de vin mensuels, des routes que la police fédérale oublie de surveiller, des juges qui signent des ordonnances de libération sans poser de questions, des procureurs qui égarent des dossiers au moment opportun. Ce carnet vaut plus que n'importe quelle fortune. Et Javier Garcia Morales l'a hérité intact, avec les annotations de son père, ses propres mises à jour, et de nouveaux noms appartenant à une génération plus jeune de fonctionnaires corrompus. Le schéma familial se poursuit avec une précision chirurgicale. Son grand-père contrôlait la force militaire qui a massacré les étudiants à Tlatelolco. Son père dirigeait les narcotrafiquants depuis les sous-sols de la police politique. Et lui, Javier Garcia Morales, gérait le narcotrafic depuis les affaires légales du tourisme à Sinaloa. Tout restait dans la famille. Tout restait dans l'ombre du même système. Tout fonctionnait avec le nom Garcia comme une clé maîtresse ouvrant des portes scellées pour tous les autres. À Sinaloa, tout le monde savait qui il était, ce qu'il représentait, qui il protégeait. Mais personne n'en parlait à voix haute. Parce qu'à Sinaloa, parler trop, c'est disparaître. Mais le monde du narcotrafic est un écosystème sans pardon, sans loyauté durable, sans nom de famille capable de vous protéger lorsque vous cessez d'être utile. Il n'y a que les balles, quand vous devenez un risque plus qu'un bénéfice. En 2004, quelque chose change dans l'atmosphère de Sinaloa. Des murmures dans des restaurants chers. Des histoires n'est racontées à voix basse parmi les opérateurs du cartel. Certains pensent que Javier s'est brouillé avec des associés importants, qu'il a retenu de l'argent provenant d'une cargaison qui ne lui appartenait pas, qu'il a tenté de monter des affaires parallèles sans l'autorisation des chefs. D'autres racontent une version différente, qu'il en savait simplement trop, que son lien direct avec l'ancienne garde de la DRFSA faisait de lui un témoin potentiellement dévastateur, un homme qui, s'il avait décidé de coopérer avec les autorités américaines, aurait pu détruire des carrières politiques entières avec une seule déclaration. Un risque ambulant, une bombe à retardement. En janvier 2005, ses proches remarquent un changement de comportement. Javier renforce sa sécurité personnelle. Il ne voyage plus avec un seul chauffeur, mais avec 3 véhicules d'escorte armés devant et derrière. Il change constamment d'itinéraire, réduit drastiquement ses apparitions publiques. Ses amis disent qu'il semblait nerveux, qu'il regardait sans cesse par-dessus son épaule. Et il commence à poser des questions sur les programmes de protection des témoins aux États-Unis. Il sait que quelque chose arrive. Il le sent dans l'air. Mais il ne peut pas fuir. Car le nom Garcia porte une dette générationnelle de violence. Et février 2005 est le moment où cette dette est payée. 23 février 2005. Javier Garcia Morales sort d'une réunion d'affaires à Tepames, dans l'état de Sinaloa. Il est 19h45. Il monte dans son Suburban blindé et démarre. 2 motos s'approchent de chaque côté. Les tueurs sortent des pistolets de 9 cm et des fusils d'assaut et ouvrent le feu. 18 balles traversent le blindage partiel du véhicule. Le pare-brise explose. Le métal est perforé. Javier Garcia Morales meurt sur le coup. Les sicaires accélèrent et disparaissent dans le trafic de la route, laissant derrière eux une scène que la presse locale décrit comme une exécution professionnelle. L'enquête officielle conclut « vol violent ayant entraîné un homicide ». Mais personne à Sinaloa n'a cru à cette version. Tout le monde savait qu'il s'agissait d'un règlement de compte, d'une exécution ordonnée, d'un message. Un message adressé à qui? Peut-être à d'autres membres de la famille Garcia. Peut-être à Omar lui-même, qui en 2005 construisait déjà sa carrière dans les forces de sécurité. Le message était clair. Le nom de famille ne vous protège pas. Nous pouvons atteindre n'importe qui. Javier Garcia Morales est enterré discrètement. Peu de presse, peu de fleurs. Son affaire reste officiellement non résolue. Officieusement,
Tout le monde sait qui a donné l'ordre, mais personne ne le dira. Parce qu'à Sinaloa, parler des exécutions du narcotrafic revient à signer son propre arrêt de mort. Le nom Garcia est de nouveau taché de sang. 3 générations, 3 destins marqués par la violence, la trahison et les secrets. Et alors naît la 4e génération. Omar. Omar Garcia Harfuch naît dans une famille brisée par le pouvoir et la peur. Son père, Javier Garcia Paniagua, est alors un politicien en pleine ascension qui, 2 ans plus tard, contrôlera l'institution la plus redoutée du Mexique. Sa mère appartient à une autre famille aux profondes connexions politiques. Omar grandit dans des résidences protégées, avec des gardes du corps depuis toujours, avec le nom Garcia comme bénédiction et malédiction à la fois. Car ce nom ouvre des portes fermées pour les autres, mais provoque aussi des regards, des chuchotements lorsqu'il entre dans une pièce, des silences gênants lorsque quelqu'un évoque Tlatelolco ou la DFS. Il grandit en sachant qui était son grand-père Marcelino, le général du massacre. Il grandit en sachant ce que faisait son père dans les sous-sols de la rue Morelia 8, même si personne ne le dit explicitement lors des dîners familiaux. Et il grandit en se demandant quel chemin il prendra. Répétera-t-il le schéma ou le brisera-t-il? À 18 ans, en 1994, Omar prend la décision la plus importante de sa vie. Il entre au collège militaire héroïque. Il n'étudie pas le droit comme les politiciens en quête de pouvoir au Congrès. Il ne se lance pas dans les affaires comme son demi-frère Javier à Sinaloa. Il choisit l'uniforme, l'armée. Comme son grand-père. Une décision calculée ou instinctive, sans doute les deux. Le collège militaire le forge avec une discipline brutale. Réveil à 5 heures du matin, marche sous le soleil, entraînement physique jusqu'à l'épuisement. Hiérarchie absolue. Il obtient son diplôme en 1998 avec des distinctions académiques et militaires. Cette même année, son père meurt. Javier Garcia Paniagua succombe à une crise cardiaque le 25 avril 1998. Il a 68 ans. Il emporte ses secrets intacts avec lui. Omar assiste aux funérailles. Il observe les politiciens qui l'évitent discrètement, les vieux militaires qui le saluent avec respect, mais avec une distance calculée. Et là, il comprend quelque chose d'essentiel. Le nom Garcia est une étiquette permanente, et il doit décider ce qu'il va en faire. Alors commence sa véritable stratégie, et ce qui vient ensuite est presque aussi grave que le crime lui-même. L'enquête initiale est un désastre. Contradictions, preuves manipulées, témoignages manifestement fabriqués. Le gouvernement fédéral tente d'imposer une version impossible, selon laquelle les étudiants auraient été emmenés à la décharge de Cocula, assassinés sur place, puis incinérés pendant 15 heures à l'aide de pneus et d'essence. Des experts internationaux du groupe interdisciplinaire d'experts indépendants analysent les preuves et démontrent que cela est scientifiquement impossible. Les températures nécessaires pour incinérer complètement 43 corps ne peuvent pas être atteintes de cette manière. Il n'y a pas suffisamment de restes osseux. La soi-disant vérité historique du gouvernement est une construction mensongère. Et alors surgit la question que personne ne veut poser. Si le gouvernement a menti sur la manière dont ils sont morts, que cache-t-il encore? Qui d'autre était impliqué? Jusqu'où va la complicité? Des années plus tard, en 2022, une commission de la vérité pour Ayotzinapa est créée sous le nouveau gouvernement. Cette commission obtient l'accès à des documents restés bloqués, cachés ou égarés pendant presque une décennie. Des cartons entiers de preuves jamais analysées, des ordinateurs saisis qui n'avaient jamais été examinés, et des carnets. De petits carnets que les membres du cartel Guerreros Unidos utilisaient pour se coordonner. Parmi ces documents, il y a quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. Un petit carnet noir à couverture rigide, format de poche, saisi lors d'une opération contre Guerreros Unidos en mars 2015, 6 mois après la disparition des étudiants. Les membres du cartel y notaient des noms, des contacts utiles, des personnes qui participaient à des réunions de coordination avec des autorités étatiques et fédérales. La commission désigne 3 enquêteurs pour examiner chaque page de ce carnet. Ils recherchent des noms de politiciens, de militaires, de policiers susceptibles d'être impliqués. Page 1, des maires de municipalité du Guerrero. Page 2, des policiers municipaux d'Iguala et de Cocula. Page 3, des fonctionnaires de bas niveau de l'État. Page 46, des contacts logistiques, des itinéraires, des numéros de téléphone.
Puis ils arrivent à la page 7. Et là, écrit à la main à l'encre bleue, apparaît un nom de famille qui ne devrait pas être là. Garcia Harfuch. Il n'y a pas de prénom. Juste le nom. Mais au Mexique, ce nom ne peut signifier qu'une chose. Sur cette même page figurent d'autres noms. Felipe Rodríguez Salgado, policier municipal d'Iguala, ensuite accusé de participation directe à l'enlèvement. Alejandro Lara Garcia, policier de l'État du Guerrero, lié aux Guerreros Unidos. César Nava González, commandant de la police judiciaire, mystérieusement disparu en 2016. Le nom Garcia Harfuch figure sur cette liste aux côtés de criminels avérés. Quand les enquêteurs le découvrent, un silence lourd s'abat dans la pièce. Tous savent qui est Omar Garcia Harfuch. En 2022, il est déjà une figure nationale. Le policier qui a survécu à 414 balles. L'homme fort de la sécurité de la capitale. Alors une question devient inévitable. Que fait son nom dans un carnet appartenant au cartel responsable de la disparition des 43? La commission approfondit l'enquête. Elle découvre qu'Omar Garcia Harfuch se trouvait dans l'État du Guerrero en septembre 2014, dans le cadre d'opérations fédérales antidrogue. Il a participé à des réunions de coordination de sécurité auxquelles assistaient également certains policiers qui, plus tard, prendraient leur part à la disparition des étudiants. Cela signifie-t-il qu'il a participé au crime? Il n'existe aucune preuve directe. Cela signifie-t-il qu'il savait ce qui allait se produire? Il n'y a pas de preuve non plus. Mais son nom figure dans ce carnet. Et au Mexique, apparaître dans des documents du narcotrafic n'est jamais une coïncidence. Des années plus tard, en 2019, des rapports internes de la DEA le mentionnent comme personne d'intérêt dans des enquêtes sur des liens entre des policiers fédéraux et le cartel de Sinaloa. Aucune inculpation, aucune preuve publique. Mais les mentions existent. Omar Garcia Harfuch est-il coupable de quelque chose? Honnêtement, je n'en sais rien. Il n'y a pas de preuves concluantes. Mais il existe un schéma générationnel impossible à ignorer. Son grand-père a porté la responsabilité de Tlatelolco, un massacre qu'il n'a pas conçu, mais qu'il a exécuté. Son père a dirigé la DFS et protégé des narcotrafiquants pendant des années. Son demi-frère a été exécuté pour ses liens avec le cartel de Juárez. Et aujourd'hui, son nom apparaît dans des documents liés à Ayotzinapa et dans des enquêtes de la DEA. 4 générations. Un seul nom, une seule malédiction. Mais alors survient quelque chose qui change tout. Quelque chose qui fait d'Omar une victime et pousse beaucoup de gens à se demander: les cartels ont-ils tenté de le tuer parce qu'il était corrompu ou parce qu'il était incorruptible? 26 juin 2020. Revenons au début, mais avec tout le contexte. 6h38 du matin. Paseo de la Reforma. Omar Garcia Harfuch se rend à son bureau. Il est secrétaire à la sécurité de la ville de Mexico. Il a mis en place des opérations agressives contre le cartel Jalisco Nouvelle Génération. Il a arrêté des opérateurs clés, démantelé des cellules, saisi des drogues et des armes. Le CJNG n'est pas satisfait. L'embuscade est parfaitement planifiée. 3 véhicules, 6 tireurs, des armes de guerre, des issues bloquées, 414 balles, 3 gardes du corps tués. Omar survit grâce au blindage de son véhicule. Mais il survit aussi pour une autre raison. Si le cartel avait réellement voulu s'assurer de sa mort, il aurait utilisé des explosifs. Des grenades, un camion piégé, 414 balles contre un véhicule blindé. C'est un message, pas une exécution garantie. Le message est clair. Nous pouvons t'atteindre. Nous connaissons ton itinéraire. Nous avons tué tes hommes. La prochaine fois, nous ne raterons pas. Quelques heures plus tard, à l'hôpital, blessé à l'épaule et à la jambe, Omar fait quelque chose que personne n'attendait. Il tient une conférence de presse. Il apparaît devant les caméras, le bras gauche bandé, le visage tendu, la mâchoire crispée, et prononce une phrase qui glace la salle. C'est le cartel Jalisco Nouvelle Génération. Ils ont un nom et un visage, et ils vont le payer cher. Silence total. Les journalistes se regardent, car ce qu'Omar vient de faire est quelque chose que presque aucun responsable mexicain n'ose faire. Il a nommé publiquement le cartel qui a tenté de le tuer. Les maires ne le font pas. Les gouverneurs ne le font pas. Même les ministres de la Défense évitent de nommer directement les cartels, car cela revient souvent à signer son arrêt de mort. Les cartels ne pardonnent pas l'humiliation publique.
Ils ne pardonnent pas que leur nom soit prononcé à voix haute devant le monde entier. Mais Omar le fait. Et il ne se contente pas de les nommer. Il leur déclare une guerre ouverte. Dans les semaines qui suivent, le secrétariat à la sécurité de la capitale lance des opérations agressives contre le CJNG. Arrestations, saisies, démantèlement de cellules entières. Une réponse sans précédent. Et le cartel répond à sa manière. En juillet 2020, des banderoles apparaissent sur des ponts de Mexico avec des menaces directes. Harfouch, la prochaine fois, on t'emporte. En août, des tueurs tentent d'embusquer 2 de ses commandants. L'un survit, l'autre non. En septembre, un véhicule abandonné est découvert près de l'une des résidences connues d'Omar. À l'intérieur, des uniformes de police, des armes longues et un plan d'attaque détaillé. La guerre est réelle, et Omar vit désormais comme si chaque jour pouvait être le dernier. Pourquoi continue-t-il? Pourquoi ne demande-t-il pas à se retirer? Pourquoi n'accepte-t-il pas un poste diplomatique loin du Mexique? Pourquoi reste-t-il dans la fonction la plus dangereuse possible? Il existe 2 théories. Première théorie, c'est un homme véritablement courageux qui affronte le crime organisé par conviction. L'attentat ne l'a pas brisé, il l'a endurci. Il a décidé qu'il ne vivrait pas dans la peur et qu'il ne laisserait pas le nom Garcia rester synonyme de corruption. Deuxième théorie, il bénéficie d'une protection structurelle. Des réseaux profonds au sein de l'État le protègent parce qu'il en sait trop. Des informations héritées des archives de son père. Des documents qu'il pourrait rendre publics s'il lui arrivait quelque chose. Des assurances-vie sous forme de dossiers compromettants sur des politiciens actuels, comme son grand-père avec le manuscrit de Tlatelolco, comme son père avec les secrets de la DFS. Personne ne sait avec certitude quelle théorie est vraie. Peut-être qu'elles contiennent toutes les deux une part de vérité. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'après l'attentat, Omar a radicalement changé. Il est devenu plus isolé. Il a renforcé sa sécurité à des niveaux presque présidentiels. Il ne se déplace plus avec 3 gardes du corps, mais avec 15. Il n'emprunte jamais 2 fois le même itinéraire. Il change de route chaque jour. Il ne dort plus chez lui. Il alterne entre des résidences secrètes et sa relation avec ses filles est devenue distante. Car Omar sait quelque chose que sa famille a appris génération après génération. Le nom Garcia est un aimant à violence. Tlatelolco, Morelia, 8, Tepames, Sinaloa, Paseo de la Reforma. 4 lieux, 4 bains de sang, 4 générations de Garcia. Et maintenant, en 2024, le cercle se referme de la manière la plus troublante qui soit. Décembre 2024. La présidente Claudia Sheinbaum annonce son cabinet de sécurité. Secrétaire à la sécurité publique du Mexique, Omar Garcia Harfuch. Pas seulement de la ville de Mexico, de tout le pays. Il contrôle désormais la garde nationale, la police fédérale, les systèmes de renseignement, la coordination avec l'armée, exactement ce que son grand-père Marcelino contrôlait depuis le ministère de la Défense en 1968. Exactement ce que son père Javier contrôlait depuis la DFS en 1978. Le cycle générationnel est bouclé. La dynastie Garcia reprend le contrôle de la sécurité du Mexique. Et nous revenons ici à la question laissée en suspens. Te souviens-tu du dossier disparu de Javier Garcia Paniagua? Celui qui s'est mystérieusement volatilisé en 2024, qui a le pouvoir de faire disparaître des documents de sécurité nationale, le secrétaire à la sécurité publique. Et qui est le secrétaire à la sécurité publique en 2024? Omar Garcia Harfuch. Je ne dis pas que c'est lui, je n'ai aucune preuve. Mais la coïncidence temporelle est impossible à ignorer. Son père meurt en 1998. Pendant 26 ans, son dossier existe dans les archives. En 2024, l'année même où Omar accède au poste suprême de la sécurité nationale, le dossier disparaît. Était-ce pour protéger le nom de famille, pour effacer des preuves, ou simplement une coïncidence? Je n'en sais rien. Mais ce genre de questions définit la famille Garcia. Des questions sans réponse, des secrets qui ne sont jamais révélés, des documents qui disparaissent, des vérités qui meurent avec leurs détenteurs. Marcelino Garcia Barragán a écrit sa vérité, mais ne l'a publiée que 20 ans après sa mort, quand cela n'avait plus d'importance. Javier Garcia Paniagua a emporté la sienne dans la tombe. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais écrit, il n'a jamais confessé. Javier Garcia Morales est mort criblé de 18 balles
avant de pouvoir raconter ce qu'il savait. Et aujourd'hui, Omar Garcia Harfuch contrôle les archives qui pourraient tout révéler. La question finale est inévitable. Omar Garcia Harfuch est-il différent? Sera-t-il l'homme qui brisera le cycle de violence, de secrets et de trahison qui définit sa famille? Ou n'est-il que la quatrième génération d'une dynastie bâtie sur des cadavres, des documents cachés et des noms inscrits dans des carnets d'assassins? Il affirme qu'il est différent, qu'il construit la légalité et l'état de droit. Mais son grand-père croyait lui aussi qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres à Tlatelolco. Son père croyait protéger la sécurité nationale depuis la DFS. Son frère croyait simplement faire des affaires à Sinaloa. Tous les Garcia pensent être différents, jusqu'à ce que le nom les rattrape et les transforme en partie du schéma. Omar Garcia Harfuch a 2 filles. Elles portent le nom Garcia, 5e génération. Elles grandissent avec des gardes du corps. Elles grandissent avec la peur. Elles grandissent en sachant que leur nom est une sentence. La malédiction n'est pas terminée. Elle ne le sera peut-être jamais. Pourquoi au Mexique, certains noms de famille ne sont-ils pas de simples noms? Ce sont des marques permanentes, des héritages de sang, des destins écrits en balles, en documents disparus et en secrets que personne n'ose raconter. Garcia est l'un de ces noms. Et Omar Garcia Harfuch, survivant de 414 balles, héritier de 3 générations de violence, contrôle désormais la sécurité d'un pays entier. Que fera-t-il de ce pouvoir? Brisera-t-il le cycle? Ou le répétera-t-il? L'histoire de sa famille suggère une réponse. Mais seul le temps révélera la vérité, si elle est un jour révélée. Car les Garcia ont une tradition. Garder les secrets jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'importance, ou jusqu'à ce que la mort les libère. Si cette histoire t'a marqué autant qu'elle m'a marqué en l'enquêtant, abonne-toi à la chaîne. La semaine prochaine, nous révélerons quelque chose d'encore plus sombre. Des documents récemment déclassifiés sur Luis Echeverría et les enfants disparus durant son gouvernement. Des dossiers restés cachés pendant 50 ans. Des témoignages jamais entendus. Des vérités que le système a tenté d'enterrer pour toujours. Es-tu prêt à découvrir ce que le pouvoir cache? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, l'histoire officielle n'est pas toujours la vraie. Parfois, la vérité se trouve dans les carnets, dans les documents disparus et dans les noms de familles qui n'échappent jamais à leur passé.